Bienvenue à ce grand rendez-vous que vous aimez tous. Nous sommes en direct, ça fait débat de ce jour est consacré à un sujet très important. Et autour de ces tables, vous allez retrouver les invités. C'est en fonction justement de cette matière. Intérêt sino-américain en République démocratique du Congo. Quels sont justement les enjeux de la guerre âpre que se livrent Chinois et Américains en Afrique en général et au Congo démocratique en particulier. Vous vous souvenez, lors d'une communication de la Maison-Blanche sous Biden, Joseph, il a été dit ils veulent bien stopper l'influence chinoise en Afrique et surtout dans deux pays, le Soudan et la RDC. Au Soudan, ils viennent de réussir. Le pays est ingérable, qui a basculé dans la violence. Deux généraux qui s'opposent. Et je crois que la Chine, son avancée, va être stoppée. Au Congo, à quelques mois des élections, oui, des foyers des tensions, l'insécurité, la manipulation et ensuite l'interférence des puissances étrangères. Nous allons évoquer justement le voyage qu'avait effectué le président de la République en Chine. Quelles sont les raisons de la compétition sino-américaine en Afrique et surtout en République démocratique du Congo? Quelles sont les solutions possibles pour la RDC de pouvoir sortir victorieuse de ce duel sino-américain? Autour de la table, Bruno Kaïmoa Maneno, professeur, spécialiste de relations internationales, Antoine Le Congo, qui n'est pas à confondre avec Le Congo. Antoine Le Congo, il est également expert en relations internationales. Professeur. Il a commencé justement en Europe, en Grande-Bretagne, pour aller justement soutenir sa thèse en Chine. Il est connu que quand on a déjà soutenu sa thèse, on est professeur associé. Alors, ne soyez pas frustrés si je ne vous présente pas comme professeur, non, mais vous êtes tout simplement un spécialiste de relations internationales, ancien également membre de la presse depuis Londres. Il a été donc personne non agrate à Londres, tout simplement parce que c'est un lumumbiste, un muséiste averti, et il n'a pas sa langue dans la poche. Apuyu Bongunda, vous le connaissez, c'est un chercheur, il est politologue, et Freddy Mulumba Kabwayi, journaliste et également politologue, il est écrivain. Le cinquième invité nous rejoint dans quelques instants. Nous ouvrons ce partage. Antoine Le Congo, un ancien membre du cabinet de Cheo Kitundu aux affaires étrangères, alors vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Avec vous, on a sillonné ce monde. Vous connaissez l'hypocrisie de vos partenaires. Parle-nous des relations entre Chine et États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, M. Fabien, pour l'invitation. Et merci de nous avoir donné cette opportunité pour remettre les pendules à l'heure concernant les relations Chine-États-Unis et leur impact sur les autres pays du monde en général et sur la RDC, notre pays en particulier. D'abord, je commence par dire que la Chine est la deuxième plus grande puissance économique mondiale. Et les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Les deux grandes économies sont entrelacées, c'est-à-dire elles sont interconnectées. Elles sont inséparables. Il y a au moins le volume de commerce entre les États-Unis et la Chine a déjà atteint 700 000 milliards, trillions en anglais, 700 000 milliards de dollars. Et puis, les exports américains vers la Chine et les imports américains de la Chine
ont créé plus de 1 million d'emplois aux États-Unis. Et dans toutes les universités américaines, vous trouvez beaucoup d'étudiants chinois, vice-versa. Beaucoup d'étudiants américains aussi en Chine. Et vous vous rappelez bien qu'en 2008, c'est la Chine qui a sauvé les États-Unis de la crise financière globale. Parce qu'aux États-Unis, le système financier est incorrompu, était corrompu, je peux le dire. Les banques ont fait beaucoup d'argent. Ils ont prêté de l'argent aux Américains ordinaires à un taux pas trop élevé. Et maintenant, ils ont changé. Ils disent, bon, comme on a beaucoup prêté, les Américains qui voulaient acheter des maisons, ils ont maintenant augmenté les taux d'intérêt. Or, les pauvres Américains n'avaient plus l'argent pour rembourser. Et c'est ce qui a causé la crise financière globale. Ça a affecté le monde entier. Alors, la Chine qui a beaucoup de réserves en dollars, des réserves immenses, a injecté beaucoup d'argent dans l'économie américaine. La situation que vous décrivez, la situation. La situation que vous décrivez, c'est celle de 2008, la récession quand Obama arriva au pouvoir. On connaît l'évolution de cette situation. Donc, ces deux pays ne sont jamais en guerre. Ce sont des partenaires. J'ai retrouvé beaucoup d'étudiants chinois à Harvard, dans les Massachusetts, à Cambridge, justement. C'est pour dire que ce que vous dites est vrai. Ils sont très nombreux. Alors, donc, ils ne sont pas en guerre, ils sont des grands partenaires. En compétition. Oui, en compétition. Une compétition qui n'est pas une guerre qui peut dégénérer. Par exemple, la Chine vient de convaincre Tesla, la plus grande compagnie américaine qui fabrique les voitures électroniques, les voitures électriques, les voitures électriques. Maintenant, Tesla produit les voitures électriques en Chine. C'est pour vous démontrer une fois plus que les deux économies sont vraiment interconnectées. Les problèmes se posent sur les plans politiques. Les États-Unis accusent souvent la Chine de ce qu'on appelle abus des droits de l'homme. Voilà, abus des droits de l'homme, plus particulièrement contre les musulmans dans la province de Xinjiang. Et moi, je trouve ça comme une ingérence dans les affaires internes de la Chine. Deuxièmement, le problème de Taïwan. Les États-Unis ne cessent d'armer le Taïwan. Or, le Taïwan, ça fait partie intégrante de la Chine. Le Taïwan, c'est une province de la Chine. Et vous voyez que les États-Unis sont en quelque sorte de pousser le Taïwan vers l'indépendance. Et pour la Chine, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et puis, dans la mer du sud de la Chine, vous voyez les États-Unis en train d'encercler la Chine. Voilà, Ils utilisent le Japon, les autres pays de la région pour encercler la Chine, en quelque sorte encercler la Chine. Et c'est ce que la Chine rejette et se prépare militairement en cas de Nous allons quitter justement ce volet pour rentrer en Afrique. Ces deux partenaires qui sont en compétition et non en guerre, se battent-ils réellement? C'est la dernière question à vous pour terminer votre tour. Se battent-ils en Afrique? Oui, tout d'abord, la Chine demande aux États-Unis de respecter 3 principes. Respect mutuel, respecter la souveraineté de la Chine, je venais parler de Taïwan là, la coopération gagnant-gagnant. Nous sommes en Afrique maintenant. Oui, je viens. La coopération gagnant-gagnant. Et puis une coexistence pacifique. Et ça implique aussi l'Afrique. En Afrique, la Chine apporte une stratégie développementale, c'est-à-dire
à travers l'initiative Iniroute, Incenti Iniroute par exemple, la Chine veut aider les pays africains à moderniser leurs infrastructures. Très bien. Mais les États-Unis ont une approche militariste. Nous sommes, la République démocratique du Congo, victimes des agressions rwandaises et ougandaises soutenues exactement par les États-Unis. C'est la même approche en Chine où ils sont en train d'instrumentaliser le Japon, l'Inde, les Philippines contre la Chine. C'est la même stratégie. Voilà. Antoine Lokongo, donc il est plus anglophone parce qu'il a fait longtemps, justement dans la presse, au niveau de la Grande-Bretagne, avant de rejoindre justement la Chine pour ses études. Vous avez compris quelque part que l'anglais, il y a des mots que Freddy complète comme un interprète pour rechercher un peu les mots en français. C'est plus l'anglais. En français ne pose plus de problème. Je suis revenu au pays en 2015. D'accord. Ouais. Monsieur Mulumba, quels sont vraiment, au regard de ce rappel historique fait par Antoine Lokongo, quelles sont les raisons de cette compétition sino-américaine en Afrique et surtout chez nous? Là, il y a un problème déjà. Ok, je voudrais donner d'abord quelques clés de lecture. La première est que nous sommes vers la fin d'un cycle qui a commencé depuis 1492, qui a terminé en 1992. Ça fait 500 ans où l'Occident était le seul à régenter le monde. Mais pendant cette période, il y a tout un système capitaliste qui s'est développé. Ce qu'on peut appeler une économie capitaliste basée sur l'accumulation par des possessions. Ça signifie quoi? Pour s'enrichir, l'Europe, l'Occident, a fait l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. Donc, ce cycle... Et entretient des foyers de tension et même le terrorisme, selon plusieurs analystes, que le terrorisme est financé de l'extérieur et même des coups d'État, des assassinats en Afrique. C'est ça le travail du capitalisme barbare. Ok. Le capitalisme basé sur l'accumulation par des possessions est arrivé à la fin du cycle. Il y a une nouvelle ère qui émerge, donc qui apparaît. Ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Ou bien économie capitaliste de la connaissance. Cette économie est basée sur la science, la technologie et l'innovation. Et vous allez voir, tous ces pays qui sont enrichis aujourd'hui ne sont pas les pays qui ont colonisé. Vous avez le Japon, vous avez la Chine, la Corée du Sud et d'autres tigres asiatiques. Donc leur prospérité est basée sur la connaissance. Donc l'économie par accumulation, l'accumulation par des possessions instaurée par l'Occident est arrivée à la fin. Et troisième clé de lecture, c'est la fin de l'acte de Berlin, qui a eu lieu en Allemagne de 1884 à 1885. C'était l'Europe avec la Turquie qui ont régenté un peu le monde, qui ont partagé les zones d'influence. La Belgique, vous avez l'Allemagne, c'était 14 puissances. Cet acte de Berlin a volé en éclats. La Chine n'était pas présente, tout comme l'Inde. Maintenant, l'Inde réclame les parts de marché. Voilà pourquoi le monde est en ébullition. Donc il y a un nouveau monde qui émerge. Autre clé de lecture. Là, je viens maintenant, qu'est-ce qui sépare la Chine de l'Amérique? Nous avons des modèles d'économie. L'économie capitaliste d'État, qui est incarnée par la Chine. La Chine n'est pas tellement, comment on appelle ici, communiste dans l'idéologie. L'économie chinoise est capitaliste, mais un capitalisme d'État qui affronte ce que je peux appeler le capitalisme d'entreprise incarné par l'Amérique et l'Occident. L'autre élément, nous avons la démocratie libérale en face du centralisme démocratique, démocratie libérale.
patronné par la Chine, par l'Amérique et l'Occident et l'Europe, en face des Chinois, qui propose le centralisme démocratique. L'autre élément qu'il faut encore ajouter, c'est le contrôle des minéraux stratégiques qui sont indispensables à la révolution numérique couplée à la transition énergétique. Voilà là où le cas de l'Afrique et du Congo en particulier intervient. Mais en réalité, la Chine a lancé trois initiatives. Initiative de développement mondial, initiative de civilisation mondiale et initiative de sécurité mondiale. La Chine veut reconfigurer le monde selon ses normes, mais il y aura des compétitions entre les normes occidentales et les normes chinoises. Voilà le fond du problème. Maintenant, la grande difficulté est que aujourd'hui, on voit qu'il y a des civilisations qui sont en compétition. Parce que la pensée chinoise, la pensée occidentale et américaine, c'est pas la même chose. Mais maintenant, la question qui se pose, qu'on doit se poser, nous, Africains, nous sommes où? Quelle est la pensée africaine? Qu'est-ce que l'Afrique propose au monde dans ses mutations géopolitiques? Qu'est-ce qui va se passer demain? Donc ça, la question normalement. Mais avec une élite prisonnière, des prisonnières des cercles occidentaux, spirituels, économiques et autres, avec une élite qui a peur, qui est manipulée de la manière qu'on connaît. Non. Comment une pensée africaine pourra-t-elle naître avec des penseurs contus? Non, je pense que peut-être c'est passé inaperçu ici. En 2021, le président Tshisekedi était à la tête de l'Union africaine pour une année. Il a fait un choix. L'Union africaine au service des peuples africains. Et ça a été saboté par le monde occidental. Parce que le mandat du président Tshisekedi devrait donner aux Congolais, aux Africains, une certaine conscience. Et c'est pendant son mandat qu'on a ratifié comment on appelle ici, le document de la Renaissance africaine, la charte de la Renaissance africaine, la charte culturelle de la Renaissance africaine. Cette charte maintenant qui sera le socle de tous les pays africains. L'Union africaine, c'est vraiment une histoire, écoute un peu. Une organisation faible. Écoute un peu. Une organisation faible. Je vais revenir à vous. Attends, je vais revenir à vous. Attends, je termine un petit mot. C'est pour voir que le président Tshisekedi a déjà lancé les bases d'une nouvelle Afrique avec son passage à l'Union africaine. Donc il faut que les Congolais comprennent et ils travaillent pour qu'on propose à l'Afrique, nous en tant que Congolais, un certain modèle. Monsieur Bongunda, vous avez la parole. Quelle est votre lecture personnelle? On ne va pas revenir justement dans ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis en dehors de l'Afrique. Nous sommes maintenant en Afrique. Les enjeux de cette guerre, une guerre qui ne tient pas compte des Africains, mais qui ne vise que les matières, les minéraux stratégiques. Merci beaucoup, monsieur Fabien. J'aimerais citer un auteur, Karl Marx, qui dit que ce sont les conditions matérielles de l'existence qui déterminent la conscience de l'homme. Qui dit conditions matérielles de l'existence veut simplement dire l'économie. Et donc, c'est tout à fait normal que les États qui ont compris la dimension économique de leur volonté de puissance puissent accrocher tant d'importance, contrairement aux États faibles, qui accordent toute leur attention sur le débat politique stérile. Moi, j'aimerais peut-être être pragmatique. D'emblée, il faut noter que, comme M. Freddy l'a si bien dit, la Chine et les États-Unis d'Amérique, du point de vue idéologique, ils partagent la même idéologie. C'est le capitalisme. On peut appeler ça capitalisme d'entreprise ou capitalisme d'État. Fondamentalement, ça reste le capitalisme. Et comme on le sait si bien, le capitalisme n'a pas d'état d'âme. Seuls les intérêts comptent. Et donc, penser une seule minute que la domination américaine est différente de la domination chinoise, c'est faire une très mauvaise lecture. Parce que contrairement à la guerre froide, où vous étiez en face de deux idéologies différentes, pour l'instant, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, fondamentalement, c'est le libéralisme ou le capitalisme. Et donc, on ne peut pas compter sur l'un ou l'autre pour l'affirmation de notre identité
ou pour l'affirmation de notre hégémonie. Lorsque nous comprenons déjà cela, nous commençons maintenant à jongler en fonction de nos intérêts. Le vrai problème, c'est quoi? Vous avez deux puissances internationales qui s'affrontent. Mais le Congo représente un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que nous parlons de la transition énergétique. Oui. Et on ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du Congo. En fait, si nous ne tenons pas, si nous n'arrivons pas à tirer des leçons de l'histoire, on risque de vivre ce qu'on a vécu pendant le roi Léopold II, où on avait le caoutchouc, n'est-ce pas? Sans quoi on ne pouvait pas parler de la révolution industrielle dans une certaine mesure, Oui. mais on n'a rien tiré en termes de conséquences positives. Par contre, on a subi toutes sortes d'humiliations. L'histoire est en train de se répéter. On parle de la transition énergétique. Fondamentalement, ça signifie le cobalt. Et nous n'avons tiré aucun profit de notre uranium utilisé dans la fabrication de la bombe qui mit fin justement à la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on n'a même pas tiré profit, et ni des aujourd'hui, Américains, ni et aujourd'hui, leurs alliés. les Américains, s'il faut faire un choix entre le pays qui regorge autant de potentialités avec un pays agresseur, l'Amérique penche en fonction d'un pays agresseur qui pourtant ne représente pas en termes d'enjeux stratégiques la même valeur que nous. Et donc, lorsque nous arrivons déjà à planter ces décors, on comprend alors que ça soit la Chine, que ça soit l'Amérique, il n'y a aucun partenaire fiable en termes de sauvegarde de nos intérêts. Est-ce que vous ne voyez pas que l'approche est différente quand même? La Chine ne vient pas au-delà de ce qu'on lui reproche. Bon, le salaire pas compétitif, non-respect des droits de l'homme, de la législation sociale congolaise, mais la Chine ne vient pas faire ce qui est en train de se faire au Soudan. La Chine ne prépare pas des coups d'État, la Chine ne finance pas des groupes terroristes. La Chine ne vient pas nous tromper ici sur le tapis rouge pour soutenir un autre discours. Et le voyage de Tshisekedi en Chine, le président de la République, est-ce que ça n'a pas constitué un souci? En fait, j'aimerais d'emblée éclairer mes intentions. En fait. On ne peut pas évoluer dans l'autarcie. Forcément, entre deux géants, il faut choisir l'un d'entre eux. Et dans cette optique, à mon avis, la Chine, c'est le meilleur partenaire, d'emblée. Mais j'aimerais plutôt poser les problèmes. C'est-à-dire qu'avec la configuration de l'ordre international actuel, la Chine ne peut qu'opter pour une approche différente pour conquérir le monde. La Chine ne peut pas se comporter de la même manière que l'Amérique. Mais c'est à nous de comprendre que la Chine se comporte ainsi simplement parce que la Chine est en face d'un nouvel ordre, d'un ordre international et la Chine aimerait apporter ses normes sur le plan international. Et elle ne peut s'imposer sur le plan international qu'en appliquant une autre politique, n'est-ce pas, contraire aux États-Unis d'Amérique. Lorsque nous arrivons à comprendre que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis d'Amérique, chacun peut opter différentes méthodes, mais la finalité, c'est quoi? C'est le capitalisme. Et donc, aucun partenaire n'est fiable entre les deux. On peut s'accrocher sur l'un, peut-être pour faire tomber l'autre. Pour les cas échéants, on peut choisir la Chine, mais n'empêche qu'à notre niveau, que nous puissions déjà avoir une nouvelle politique économique basée sur essentiellement notre autoprise en charge. Peut-être je vais chuter par là. Lorsque vous lisez un économiste, Samir Amin, il a écrit un livre sur la déconnexion. Lorsque vous lisez ces livres, Samir Amin vous fait comprendre que l'Afrique ne peut pas compter sur les autres, n'est-ce pas, pour assurer sa défense sur tout le plan. Oui. L'Afrique doit fondamentalement compter sur lui-même, sur tous les plans. Et donc, sur le plan économique, on comprend que la Chine et les États-Unis d'Amérique ont un tel affrontement dans notre pays, c'est parce que notre pays représente une valeur, n'est-ce pas, aux yeux de ces deux pays. Mais c'est à nous maintenant de comprendre qu'aucun de ces deux pays ne peut en réalité sauvegarder nos intérêts. Par conséquent, il nous faut développer notre politique basée sur, par exemple, la diversification de notre économie, basée, par exemple, sur le changement du circuit économique, où on sera à mesure de produire, de transformer et de commercialiser sur le plan international. Ce n'est pas normal, par exemple, que nous sommes la capitale mondiale de notre cobalt, mais notre cobalt, on n'est pas à mesure, par exemple, de le transformer chez nous. Vous êtes obligés de vendre ailleurs pour que vous puissiez racheter ça sous forme de produits finis. C'est inconcevable. Si nous arrivons déjà à poser les problèmes dans cette optique, M. Lumbala, je pense qu'on peut développer une nouvelle politique économique qui ferait en sorte que, même si on travaille avec la Chine, on ne va pas commettre les mêmes erreurs qu'on l'a commis avec les États-Unis d'Amérique. Bruno Kayimoa, vous avez suivi
Freddy Moulumba, qui a planté un décor, et Antoine Lokongo et Apouyou, qui ont continué justement, qui ont démontré les raisons de la compétition, sinon américaine, en Afrique, et même dans notre pays, la recherche des minéraux stratégiques, parce que sans le Congo, cette transition énergétique n'existe pas ou n'aura pas son sens. Nous sommes à l'œuvre, mais avec nos minéraux, mais pas nous-mêmes. Est-ce que le voyage de Tshisekedi Tshilombo en Chine, est-ce que ça n'a pas été une erreur stratégique pendant son mandat, presque à la fin de son premier mandat? Oui, merci Fabien pour m'avoir associé à ce débat. Pour aller tout droit à la réponse, je dis non. Ce voyage était extrêmement important. Un président responsable devant ce qui se passe sur la scène internationale ne pouvait que aller visiter les pays qui est en train d'aller petit à petit vers le leadership mondial. Le contexte international actuel nous montre qu'il y a une puissance, les États-Unis d'Amérique, qui est en train de perdre son leadership. Les dernières analyses de la logique internationale des 300 dernières années nous ont montré que le leadership mondial, qui a été bien entendu géré par l'Occident, lorsqu'il est pris par un pays, la durée normale est de 100 ans. Et les États-Unis, qui ont pris la tête du monde vers les années 45, après la Deuxième Guerre mondiale, les contextes à la fois politiques, économiques et même militaires montrent que les États-Unis sont en train de s'affaiblir, et il y a les Chinois qui sont en train de monter en puissance, qui peuvent bien, le plus tôt possible, remplacer les États-Unis. Oui, les économies sont complémentaires, mais c'est la politique qui gère les mondes. Et la réalité du monde actuel est telle que il y a des faiblesses au niveau de la politique. Les multinationales, par des voies dites démocratiques des urnes, font placer des gens dans des grands palais à travers le monde, influence. Vous voyez comment chez nous on s'entre-déchire, c'est avec des influences extérieures. Vous dites, c'est pas l'économie qui dicte la loi à la politique? À un certain moment, quand on regarde ce qui se passe sans rentrer dans la profondeur, on peut très rapidement se rendre compte que c'est pratiquement l'économie. Mais quand on rentre dans les systèmes américains, dans le fond de ces systèmes, vous allez trouver qu'il y a un petit club de gens qui gèrent tout ce qui se passe au-dessus. Le Bill Clinton et l'autre, le chef de l'Apple, pourquoi il avait perdu la vie? Parce que cette petite cellule qui gère les États-Unis d'Amérique n'était pas d'accord avec lui, bien qu'il était à la tête d'une entreprise multinationale. On a dit les liquider. Et donc, les États-Unis, comme puissance mondiale, en train de perdre le pouvoir. Moi, la question essentielle que je me pose pour le cas de la République démocratique du Congo, dans le contexte actuel, c'est de dire, parce que vous avez posé la question de savoir si le voyage du président valait la peine ou pas. Non, est-ce que ça a été une erreur stratégique? J'ai dit ça n'a pas été une erreur stratégique. À la fin de son premier mandat. Parce que nous sommes dans un contexte mondial où il y a une puissance moribonde, que sont les États-Unis d'Amérique, et une puissance émergente. Et donc, quand vous devez faire les choix, allez-vous faire les choix avec la puissance qui est en train de disparaître, qui est en train de mourir, ou vous allez embrasser la puissance qui est en train de monter, qui est en train effectivement de devenir la première puissance mondiale? Mais ma question n'est pas de dire oui ou non. La question, c'est de dire, est-ce que nous avons des gens qui sont préparés pour à la fois travailler au niveau de la transition et accompagner l'État afin qu'il soit du bon côté de l'histoire au lieu d'être du mauvais côté de l'histoire? Quand j'ai fait la lecture politique de la République démocratique du Congo, je constate, Fabien, avec regret, que le pouvoir actuel est plus dominé par les gens qui ont un regard tourné vers l'Occident. L'opposition, on peut prendre Moïse Katumbi, on peut prendre Matata, on peut prendre Fayoulou, on peut prendre qui que ce soit, tous été fabriqués par les États-Unis d'Amérique. Et donc, quand on prend à la fois le pouvoir et l'opposition, sont pratiquement des cerveaux qui réfléchissent au rythme de ce que veulent les États-Unis d'Amérique.
Et devant une Chine qui a une autre logique, une autre manière de comprendre le monde, une autre manière de penser le monde. Je vais prendre juste un exemple. J'étais en train de lire un livre sur la culture chinoise et indienne où ils n'ont pas l'habitude de présenter de condoléances. Et moi, j'ai tendance maintenant à vouloir accepter ce qu'eux ils pensent. Pourquoi ils disent toute personne humaine est un esprit. Et Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'était un esprit. À la mort d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, fallait-il présenter les condoléances à l'IDPS ou non? Et quand on présente les condoléances, on suppose que cet esprit ne va plus exister. Est-ce que l'esprit de Tshisekedi continue à vivre ou pas? Quand vous vous posez des questions comme ça, et quand vous rentrez dans la philosophie de ceux qui vont diriger le monde, et il faut avoir des cerveaux qui vont comprendre la logique de ceux qui vont diriger le monde pour que nous soyons en mesure de nous mettre à la hauteur. Sinon, dans cette compétition, comme nous ne savons que réfléchir comme les Américains, on sera du côté des moribonds. Et ça, c'est dangereux pour la République démocratique du Congo. Entre-temps, on dit Bembe Agnoka, c'est la somoté. Il peut toujours, dans sa phase moribonde, vous faire très mal. Vous connaissez leur méthode multiple. Le juriste Kabasele qui nous rejoint, Donald, nous allons revenir sur la question posée au professeur Kaïmoa. Depuis qu'il a commencé le mandat, c'était un homme proche, très proche des Américains, des Occidentaux, mais plus proche des Américains. L'Union européenne, c'est la chauve-souris. Par moment, vous connaissez, j'étais moi non plus. Alors, mais il choisit d'aller en Chine. Une erreur stratégique, alors qu'il est en train de finir son premier mandat. Et en ce moment ici, vous voyez les enjeux de ces élections. Surtout la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Merci, Monsieur Kabasele, loin des trompettes politiques. Non, on n'est pas dans les trompettes politiques. Loin des trompettes politiques. Merci de m'accueillir avec c'est rigolo. Je salue tout le monde, tous les co-panélistes. Je m'excuse pour le retard, mais je veux qu'il soit souligné que le choix du président Tshisekedi est un choix, effectivement, qui va avec la vision actuelle du monde. Ça veut dire, on était habitué à un moment donné à soit on s'attache à X bloc ou Y bloc. On va parler du bloc américain ou le bloc occidental, ou on parle du bloc avec le chinois, le russe et le monde émergent. Voilà. Alors, souvent, si vous faites partie de ce bloc, donc de la Chine, de la Russie et des autres, pour le bloc occidental, vous êtes quelqu'un à abattre. Soit vous êtes avec eux, vous vivez, vous pouvez faire 30 ans, 40 ans au pouvoir, il n'y a rien de démocratie dedans. Soit vous quittez leurs intérêts, on vous élimine. C'était ça les systèmes. Alors, le monde, il connaît actuellement une mutation. Et cela est clair. La guerre de l'Ukraine avec la Russie les révèle, parce que vous avez vu la force du groupe du BRICS face d'abord au refus de faire des échanges en dollars américains. Vous avez vu quelle est la chute du dollar sur le plan international, même de l'euro, qui a perdu presque toute sa valeur. Donc, ces pays, ils se sont réunis, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils commencent à se réunir, c'était depuis longtemps, et ils démontrent au monde qu'ils peuvent vivre et faire vivre d'autres pays sans qu'il y ait des Américains, sans qu'il y ait des Français, sans qu'il y ait de tout ça. Et c'est la guerre. Moi, j'ai senti que les co-panélistes étaient un peu trop cléments. Ils ne voulaient pas parler de la guerre et pas de la compétition. Mais est-ce que dans l'esprit américain, c'est une compétition? Non. Il faut se le dire. Pour eux, c'est une guerre. Je vous donne un exemple. Le 11 juillet 2023, à peine, il y a eu un projet de loi qui a été présenté par le président de la sous-commission Afrique dans la Chambre des représentants au niveau du Sénat américain. De quoi vise le projet? On dit que c'est la mise en place d'une stratégie nationale américaine pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de minerais critiques de la RDC. Quoi?
de minerais critiques de la RDC. Reprenez un peu. J'ai dit, Oui. le projet de loi qui a été présenté le 11 juillet 2023, donc il y a à peine 5 jours, Oui. par le président de la sous-commission Afrique des États-Unis d'Amérique, dans la Chambre des représentants. Ce projet de loi vise, je cite, la sécurisation de chaînes d'approvisionnement en minerais critiques de la RDC. Qu'est-ce qu'ils appellent minerais critiques? Ils parlent du cobalt, ils parlent du tantal, ils parlent du lithium et de minerais stratégiques, effectivement, qui servent à la transition énergétique qu'il y a dans le monde actuellement. C'est quoi la raison qu'il évoque, ce monsieur? Il ne peut pas parler parce qu'il veut parler. Ils reconnaissent la domination des compagnies chinoises. Et il dit que ça constitue un danger pour la sécurité et pour l'économie américaine. Clairement dit. Je l'ai suivi, comme tout le monde, vous pouvez suivre le magazine Forbes, le New York Times, même à la CNN et tout ça. On en a fait la pub parce qu'il y a eu des Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont éveillés, qui ont lancé cette sonnette d'alarme. Comment voulez-vous décider sur comment vous allez approvisionner le minerai Sécuriser l'approvisionnement. Sécuriser dans un État étranger, qu'on appelle la RDC. Vous dites que la domination des compagnies chinoises devient une menace. Ça veut dire que la guerre, elle est ouverte. Et donc, si nous ne savons pas prendre cette menace au sérieux, comme l'a dit tout à l'heure un des co-débatteurs, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer comme on l'avait fait à l'époque du caoutchouc, à l'époque du boom minier. On a vu le boom minier, mais qu'est-ce qu'on en a bénéficié? Rien. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? C'est que dans ces conflits qu'il y a dans le monde, nous devons définir quel est notre rôle. Est-ce que les gens vont se battre sur nous et nous en train d'observer? Mais regarde le débat qu'il y a sur le plan interne. Ce sont des débats qui sont liés. Non, on doit faire l'audit, on ne fait pas l'audit, on doit aller, parce que moi j'ai 12 Ne nous ramenez pas dans vos polémiques. Donc je dis, c'est très important. Ça veut dire, oui. ce sont des questions en réalité qui devraient réunir des intelligences, des gens qui peuvent réfléchir autour du gouvernement, autour des institutions du pays, pour proposer un plan. Parce que le plan, il existe, bien, bel et bien, mais ça ne peut pas nous empêcher de définir une peuvent position. Fournir des têtes comme ça bien Voilà pensantes pourquoi je conclus oui. sur ce sujet que, voilà, c'était visionnaire pour le président de la République d'ouvrir la République démocratique au monde. Parce que, comme les relations sont des relations d'intérêt, peu importe celui qui a intérêt, nous sommes disposés à coopérer avec lui. Mais c'est vrai que sur le plan de la conception occidentale, c'est une déviation dangereuse pour eux. Parce qu'il faut que ça soit seulement pour eux. Alors, vous avez vu Aller récemment renégocier les accords entre Congo et Chine. Est-ce que cela constitue un danger? C'est la Ce question. n'était même pas dans le but de privilégier la Chine, ça c'est important. C'était dans le but de vérifier la valeur ajoutée que ces contrats nous ont amenés. Alors, c'est vrai qu'il y a certains esprits... D'accord, je reviens à vous. Merci La beaucoup. dernière question autour de cette table, c'est là qui va alimenter vos interventions, vos arguments massus. Quelles sont les solutions justement possibles pour notre pays, la RDC, de sortir victorieuse de ces duels, de ce combat, de cette guerre, sinon américain. Donc je parle de ces duels sinon américains. Professeur Lokondo, Merci le Congo. beaucoup. Merci beaucoup, Fabien. Comme vous le savez, le président Xi Jinping vient de nommer son Excellence M. Xiaobin comme nouvel ambassadeur plénipotentiaire ici en République démocratique du Congo. Et dans son discours de prise de fonction, il a clairement dit qu'il va suivre l'agenda tracé à Beijing lors de la visite du président Tshisekedi là-bas. Parce qu'il y avait une déclaration conjointe la Chine et la RDC vers donc élever
leur coopération, leur partenariat au niveau stratégique. Et deuxièmement, il nous a dit que 4 années consécutives, la Chine reste les plus grands investisseurs ici en République démocratique du Congo. La Chine, voilà, nous sommes agressés à l'Est. Un ami dans les besoins, c'est un vrai ami. Alors moi, je crois que le président Tshisekedi a mal commencé. Au début de son mandat, il va aux États-Unis et il déclare ouvertement, et moi, je suis du côté des États-Unis, moi, je suis du côté d'Israël. Et vous avez suivi la campagne anti-chinoise ici. Il fallait maintenant renégocier tous les contrats que Joseph Kabila a signés avec les Chinois. Je vous donne un exemple, l'aéroport international de Njili. Un contrat de 4 ans. Nous aurions déjà un nouvel aéroport moderne en Njili si le nouveau régime n'avait pas annulé ces contrats-là. Et aujourd'hui, on n'a pas un nouvel aéroport. Moi, je crois que le président Tshisekedi s'est rendu compte que en se laissant tirer au bout du nez par Mike Hammer, il s'est rendu compte que les promesses qui lui ont été faites là-bas en Occident n'ont rien donné. Et maintenant, il se tourne vers la Chine, la queue entre les pattes. Et les Chinois ne sont pas naïfs. Ils l'ont accueilli, bien sûr. Mais attendez bien, ce n'est pas maintenant que les Chinois vont mettre leur argent maintenant. Parce qu'il y a l'insécurité politique. Oui, l'ambassadeur a parlé avec vous comme ça en aparté, que la Chine ne va pas mettre des moyens. Pendant son discours, moi j'étais là, il a dit que la Chine reste le plus grand investisseur ici en République démocratique. Donc, 4 années consécutives. À Beijing, c'était un ami qu'on néglige, un ami qu'on pourfende, un ami qu'on insulte publiquement. Les Chinois ont été humiliés ici par ces rapports-là de l'IGF. Hein? Et après ça, cette humiliation, nous nous tournons vers la Chine parce qu'on n'a rien reçu de l'Occident. Vous voyez? C'est vraiment malheureux. Et comme mon ami l'a dit ici, ça vient de vous, ou bien l'ambassadeur a dit qu'ils ne mettront même pas des moyens. C'est mon interprétation. Parce que vous avez vu en Libye, au Soudan maintenant, vous avez parlé du Soudan, vous avez vu dans plusieurs pays africains, même en Centrafrique, où la Chine a été attaquée par les États-Unis et les puissances européennes. Et ils ont perdu beaucoup d'argent à la suite de toute cette déstabilisation-là. Et comme la situation ici à notre pays, à Voile, n'est pas stable, est-ce que la Chine va vraiment mettre de l'argent maintenant pour perdre, comme c'était le cas en Libye, comme c'était le cas au Soudan, comme c'était le cas dans d'autres plusieurs scénarios à travers les continents africains? Les Américains vont déstabiliser aussi le Congo et les intérêts chinois en difficulté, c'est ça? Absolument, oui. Parce que ici, je vous donne un autre exemple. La Chine est le seul partenaire qui nous propose à transformer nos ressources sur place. Ils sont prêts à fabriquer. Qu'est-ce qu'on fabrique? Qu'est-ce qu'on fait avec les cobalt? On fabrique les batteries, non? Les Chinois ont dit qu'ils sont prêts à fabriquer les batteries sur place à Lubumbashi. Vraiment, malheureusement, on n'a pas le temps. Moi, j'ai passé 7 ans en Chine. J'ai décroché mon doctorat à l'université de Pékin, la plus ancienne et la première université de Chine. Là, vous parlez de vous-même. Et voilà. Maintenant, l'université vient de m'honorer parce qu'elle vient de publier ma thèse sous forme d'un livre, ma thèse de doctorat. Et le sujet, le titre, c'était quoi? C'était quoi? Les intérêts stratégiques des États-Unis au Congo et les guerres de ressources que nous connaissons ici au Congo, peu avant et après la fin de la guerre froide. Quel lien? J'ai mené des recherches
Et j'ai trouvé, bon, voilà, on n'a pas le temps. Voilà. Vous me signalez déjà qu'on n'a pas le temps. Parce que si on ne va pas en profondeur... On va t'inviter un jour, tu passeras Alors, pour expliquer ton voilà. livre. Le livre est publié en chinois, vous allez nous expliquer en français. Non, le livre sera publié en anglais et en français, mais la première édition, c'est déjà en chinois. Okay. C'est ce On je sent voulais que vous dire. le Mais Congo... je n'ai pas encore répondu à votre question. Non, Ouais. vous allez parler. On sent que le Congo Voilà, est très ok. proche de la mission diplomatique chinoise ici. Il y a vécu. Il a un faible vraiment pour la Chine. C'est normal, mais ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. Répondez à ma question maintenant. Vous me dites que j'ai un faible pour la Chine. Non, je dis répondez à ma question Au maintenant. C'est une début, façon j'ai de- parlé de l'initiative Une ceinture, une route, où les États-Unis, où la Chine dit aux États-Unis, nous ne voulons pas cet esprit de la guerre froide. Hein? Travaillons ensemble pour le développement mondial. Et le président Xi Jinping a pris l'initiative là de Une ceinture, une route. C'est grâce à cette initiative que la Tanzanie et le Rwanda et l'Ouganda, je veux dire, ont modernisé leurs infrastructures routières. Et après ça, excusez-moi, après ça, ils ont le culot de demander à la RDC de venir construire des routes ici. Et Tshisekedi dit oui. Mais c'est la honte. Et ils ont modernisé leurs infrastructures grâce à la coopération chinoise. Et vous me direz que j'ai un faible chinois. Voilà. C'est logique que le Rwanda, Monsieur le Congo, c'est logique que l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie Calmez-vous. viennent construire des routes ici pour voler les minerais, alors que ce sont les Chinois qui ont modernisé les infrastructures Monsieur là-bas. le Congo. Et Tshisekedi dit oui. Monsieur le Congo, Dans apaisez-vous. quel Congo vivons-nous? Apaisez-vous. Merci. Apaisez-vous. Je vous informe que l'aéroport d'Entebbe a été récupéré par ceux qui ont financé les travaux de modernisation de cet aéroport, donc la partie chinoise, pour non-paiement par la partie ougandaise. Ce n'est pas du bluff. C'est la Chine qui a récupéré l'aéroport parce que l'Ouganda n'a pas justement payé. Celui qui avait financé, ce sont des banques chinoises qui avaient payé justement la modernisation de cet aéroport. Ce n'est pas une parole d'évangile. Mais non, je me tourne du côté de Freddy Moulumba, je vous ai vu tout content là. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au niveau de solutions. Comment justement faire? Je reviens à la question, quelles sont les solutions possibles pour la RDC de sortir victorieuse de ces duels, sinon américains? D'abord, les retombées du voyage du président Tshisekedi. La Chine, dans les entreprises chinoises, ont débloqué d'abord 800 millions de dollars. 800 millions. Parce qu'il y avait un problème entre l'État congolais et les Chinois. Première, on a bloqué 800 millions. Mais le montant total, c'est 2 milliards. Donc ça va arriver au Congo. On va donner cet argent-là. Donc c'est parce que le président Tshisekedi a fait du travail. Il est parti en Chine. Il a dit aux Chinois clairement, vous devez régler tous les problèmes avec le Congo. Mais il faudrait qu'on comprenne pourquoi l'Amérique qui parle qu'on a voté une loi au Sénat, tout ça, c'est pas fait du hasard. Ce qui est normal. Il y a des compétitions entre deux grandes puissances. La Chine est tellement en avance et les Américains sont inquiets que la Chine les domine. Bien que la Chine ne sait pas faire voir sa domination. Le point se pose à quel niveau? Sans le Congo et sans la Chine, il n'y a pas ce qu'on peut appeler la transition énergétique. Pourquoi? La Chine détient 75% de la production mondiale de terres rares et produit certains minéraux stratégiques. Ce que l'Occident n'a pas. La RDC détient 64% de la production du cobalt. Mais ce qui essaie un peu d'aggraver la situation, tous ces minéraux qui sont produits à travers le monde, la Chine raffine 73% du cobalt du monde, 68% du nickel, 59% de lithium et 40% de cuivre. Donc, si l'Amérique ne contrôle pas la chaîne d'approvisionnement qui tombe dans les mains des Chinois, l'Amérique n'est plus une puissance. Voilà pourquoi ils votent de telles lois. C'est que normal. Mais la question qu'il faut se poser, c'est nous-mêmes. Tu as posé la question, donc Oui, la réponse. Sommes au niveau. Je pense qu'on a tiré les leçons de l'histoire avec l'ancienne guerre froide.
on était pro-chinois, pro-américain, tout comme pro-soviétique. Dites-moi, quel pays africain s'est développé? Aucun. La première leçon de l'histoire par rapport à la Première Guerre mondiale. Première guerre froide. Maintenant, nous faisons quoi? Deux choses. La première chose, je pense qu'il y a beaucoup de théories qui circulent dans les milieux universitaires. On parle maintenant des multi-alignements. Donc, au lieu d'avoir multi-alignement, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul partenaire. Un seul partenaire ou bien deux partenaires, il faut en avoir beaucoup plus. C'est le cas qui se passe en Asie du Sud-Est. Les Vietnamiens, ils travaillent avec les Chinois, avec les Américains, avec les Russes. L'Inde fait la même chose. Actuellement, avec le Moyen-Orient, vous avez vu comment les plus grands partenaires américains... Mobutu aussi l'a fait à un moment donné, non? Oui. Mais vous voyez un peu les plus grands partenaires de l'Amérique, qui est l'Arabie Saoudite. Il vient de signer des documents avec les accords avec la Chine, mais il n'a pas rompu avec l'Amérique. Donc il y a un nouveau monde qui se crée où il faut s'aligner sur plusieurs puissances ou bien sur plusieurs partenaires. Ailleurs, les dirigeants sont apparemment libres, où ils ont la marge de manœuvre pour pouvoir agir, chercher des partenaires. À Kinshasa, vous connaissez, non? Non, moi je pense... Il n'y a pas de menace? C'est la volonté politique. C'est normal que l'Amérique se comporte ainsi. Ce qui nous manque, c'est le courage, la détermination. Est-ce que nous ne sommes pas des hommes? Voilà pourquoi l'attitude du président Tshisekedi doit être félicitée et encouragée. On perd le débat entre individus. On ne comprend pas l'avenir. Donc il y a un monde multipolaire qui va se mettre en place, mais nous devons beaucoup plus développer les multi-alignements, comme ce qui s'est passé en Asie du Sud, tout comme au Moyen-Orient. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons toute une histoire avec l'Amérique. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes en Amérique, à travers les Noirs. La plupart des Noirs américains, on peut dire 40% viennent du Congo, ou bien de l'Afrique centrale. Il ne faut pas l'oublier. Nous pouvons utiliser l'histoire des Noirs américains, comment ils se sont battus, pour devenir libres. Parce qu'ici, on ne doit pas accepter qu'on joue un camp contre un autre pour qu'on perde. C'est voir comment les Noirs américains se sont battus pour arriver à faire élire Obama comme président. Aujourd'hui, les Noirs américains pèsent. Nous devons nous référer à cette histoire pour reconstruire l'histoire de l'Afrique, construire l'imaginaire africain. Au lieu de tomber encore dans les guerres de positionnement. Et l'autre élément important, je viens de parler ici du président Tshisekedi et sa mandature à l'Union africaine. C'est passé inaperçu ici. C'est le seul moyen aujourd'hui. Nous sommes dans les solutions. C'est la solution, oui. C'est une solution, la Renaissance africaine, sur le plan culturel. J'ai dit qu'il faut mettre en pratique la charte culturelle de la Renaissance africaine qui a été adoptée et acceptée par au moins les 3/4 de l'État. Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce que cette charte va apporter? Mais la difficulté est qu'on ne lit pas. Cette charte est sur Internet. Il faut que les Congolais en particulier, et les Africains de manière générale, lisent cette charte. Tout est dedans. Parce que notre problème culturel, on est très faible. Nous, on partait en Chine. On a discuté avec les gens du Parti communiste chinois à un niveau élevé. J'ai posé la question aux Chinois. Vous allez vous entendre avec les Occidentaux pour venir nous recoloniser. Les Chinois ont été très clairs. Ce n'est pas notre faute. C'est votre faute à vous. Quand on vient chez vous pour travailler avec vous, vous dites non, nous avons nos partenaires belges, nos partenaires français, allez les voir. À qui la faute? Ce n'est pas aux Chinois. Donc nous risquons de tomber dans une recolonisation si on ne prend pas conscience. Ça signifie que ceux qui comprennent, historiens, anthropologues, politologues, internationalistes, il faut qu'il y ait un débat public et à travers les médias. Au lieu de passer tout le temps à censer des musiciens, des pasteurs qui font des éloges à la télévision, il faut qu'on arrête ça. Qu'il y ait un débat de fond sur notre avenir, l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi moi j'apprécie un peu ton courage. Il faut continuer, il ne faut pas céder. Mais ceux qui font du bruit là, ils vont revenir, mais c'est déjà en retard. Voilà. Monsieur Apouyou, merci Freddy Moulumba, mais nous devons conjuguer nos efforts pour pouvoir... nous devons d'abord aimer le Congo, réellement aimer ce pays, Monsieur Apouyou. Monsieur Lumbala, 1482, c'est loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Le monde est en train de traverser une étape décisive
que si nous, Congolais, nous ne prenons conscience en toute responsabilité, nous allons une fois de plus payer le pot cassé. Tenez, je ne crois pas à la vision salvatrice de la Chine. La Chine ne vient pas pour nous sauver. Ça doit être bien clair. Mais ils La ont Chine, dit non, c'est de votre faute. Nous la venons, Chine, oui. je suis tout à fait d'accord. La Chine, c'est une puissance conquérante qui essaye d'imposer son hégémonie sur le plan international. Elle ne peut qu'adopter une autre politique différente pour nous amadouer. Ça doit être bien clair. Mais pour que nous puissions nous affirmer sur la scène internationale. Vous savez, nous parlons de la Chine, nous parlons des États-Unis, des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, on a connu une théorie ou une doctrine, l'isolationnisme. Le professeur est là. À un moment donné, l'Amérique était fermée sur lui-même. Pourquoi? Parce que l'Amérique avait compris que s'ouvrir au monde sans une identité, c'est que M. Mouloum appelle la Renaissance ou la Révolution, on n'est pas à mesure d'importer ces valeurs dans la scène internationale et s'imposer. En Chine, on a connu 40 ans de fermeture de frontières avec Mao, tout en envoyant les enfants ailleurs pour aller apprendre. Ces deux pays ont forgé des identités. Ainsi, aujourd'hui, ces deux pays sont à mesure d'exporter leurs identités et nous imposer ces identités. Nous sommes là en train de réfléchir comment pensent les Chinois, comment pensent les Américains. Et nous, comme peuple, centre du monde, avec autant de ressources, est-ce que nous sommes des sous-hommes appelés à réfléchir en fonction des autres, ou nous sommes appelés à avoir une cosmogonie propre à nous, pour que nous puissions aussi faire preuve de cette ambition, cette volonté de puissance de conquérir le monde? On n'est pas des sous-hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà au niveau politique, il faut une direction politique éclairée. Je ne dis pas que l'actuelle direction politique n'est pas éclairée, mais je dis simplement que cette direction politique, pour remporter cette guerre, en fait, qui ne commence pas aujourd'hui, parce que Joseph Kabila l'a fait. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards. Avec Joseph Kabila, on a parlé de 9 milliards. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de la contre-campagne des institutions tout à fait. Ce qui est tout à fait normal. Nous ne sommes même pas arrivés à 3 milliards. Ça a été réduit à 1 milliard. Ça a été revu, voilà, tout à fait d'accord. On dit qu'il y aurait des milliards dans les pipelines. Oui, 6 milliards à 2 tranches. Ce qui est normal, c'est de la bonne guerre. On n'est pas appelé à être aimé par les autres. Il n'y a pas eu 6 milliards, tout à fait. Donc, au niveau déjà interne, il faut qu'il y ait cette volonté de puissance. Voyez-vous? Cette volonté de conquérir le monde. Maintenant, pour que ça réussisse, M. Lumbala, il faudrait que nous puissions avoir une nouvelle politique économique nationale basée sur un suprématisme intellectuel, avec un programme global de développement. Et non avoir de slogans politiques, et non avoir de voyages fantaisistes, n'est-ce pas, sans une perspective lointaine. Parce que si nous continuons avec ces schémas, tel qu'on l'a connu pendant la deuxième, avec le régime passé, on risque d'aller nulle part. C'est à nous, avec notre direction politique, d'imprimer une vision politique, indépendamment des régimes et des partis politiques, pour remporter cette victoire. Et c'est possible. On n'est pas des sous-hommes. C'est possible. Professeur Kaïmoua, vous sentez que ça s'appelle un think tank des gens sans couleur politique, ou au-delà de leur couleur politique, appelés à réfléchir, à faire des propositions. Nous sommes pas dans les solutions. Votre conclusion? Oui, moi je crois sincèrement qu'il faut effectivement aller dans le sens de ce que Freddy a dit, le multi-alignement. Donc, mais comment on le fait? C'est quelque chose d'extrêmement important dans le contexte international aujourd'hui. Il serait important de ne plus laisser notre système éducatif n'être que le monopole, par exemple, de l'Occident. Il serait intéressant aujourd'hui d'envoyer nos enfants dans plusieurs universités du monde, afin qu'ils aillent se rendre compte comment pensent les autres, pour que nous soyons en mesure d'organiser notre propre pensée à l'intérieur. Parce qu'on ne sait pas penser, même quand on veut procéder par l'autarcie, il est extrêmement important, quand on est dans l'autarcie, de savoir ce que les autres sont en train de penser, et que notre pensée qui est en train de se développer à l'intérieur soit en mesure de prendre de la hauteur par rapport aux autres pensées qui sont développées à l'extérieur. C'est là qu'on doit prendre très au sérieux les systèmes d'éducation. On doit avoir un programme qui veut, par exemple, qu'il y ait des gens qui vont en Chine, qui comprennent ce qui se passe en Chine, qui travaillent avec les Chinois. Le Congo est là, 7 ans en Chine.
Oui, on connaît comment fonctionne. a effectivement besoin de gens comme ça, des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont en Amérique latine, des gens qui sont dans le monde arabo-musulman, afin qu'ils produisent la pensée qui va permettre à ce que nous soyons en mesure de nous protéger contre un quelconque envahissement ou menaces qui pourraient venir d'ailleurs. Mais un programme comme celui-là, il doit être pensé pas à court terme. Donc, mais il faut quand même qu'il ait quelqu'un pour poser le base. C'est là que la tâche reviendrait, par exemple, au gouvernement actuel de savoir organiser les systèmes, construire des infrastructures comme on est en train de le faire chez nous à l'INBTP, mais ne pas permettre, aujourd'hui nous venons de totaliser 1 mois et demi, un petit groupe d'étudiants, moins de 20 étudiants ont pris en otage toute une institution qui produit les ingénieurs dans la République démocratique du Congo. Je ne sais pas comprendre ce qui se passe quand il y a le pouvoir public qui est là et on ne sait pas aller chasser 20 étudiants qui viennent de paralyser une grande institution qui produit des ingénieurs. Comment voulez-vous organiser le système éducatif si on est dans l'incapacité de résoudre des petits problèmes comme celui-là? Merci, M. Kayimoa. Dans un quartier présidentiel, et souvent, sur quel axe? C'est très important. On laisse justement toute une institution prendre en otage ou se fait prendre en otage par un groupe de gens manipulés par des politiciens bien connus. Et pourquoi on laisse la situation pourrir dans un quartier présidentiel? C'est compliqué. Alors, vous avez compris que le président a le courage, bien entendu, mais il faut des gens. Il faut que des gens dans sa cour lisent les conclusions des scientifiques, des chercheurs. Or, à part les plateaux de télé, apparemment, on ne lit pas des rapports et des propositions des penseurs, des philosophes, des politologues, des chercheurs. Monsieur Kabasele, Donald, dites-nous comment on peut sortir de l'auberge. À l'instar de Le courage du président seul ne suffit pas. Voilà. Vous voyez la manipulation de gens de la cour, des manipulations de cette classe, des jouisseurs, la classe politique. Il n'y a que les élections qui nous importent maintenant. Je disais à l'instar de l'Amérique, vous vous rendez compte que même quand tout le monde arrive à la conclusion qu'ils sont en perte de vitesse, ils trouvent toujours une raison de se relever. Par moments avec des projets de loi qui profilent par-ci par-là. Et donc, moi je pense, nous devons redéfinir notre modèle politique. Merci. Nous devons discipliner nos Congolais. Nous devons aussi savoir comment on peut partir du cobalt vers la batterie. Merci. Parce qu'on peut nous laisser ces minéraux Nous nous-mêmes. sommes au-delà de ce que du temps qui nous avait été imparti. Karlim Biala et toute son équipe, merci de nous avoir accompagnés. Merci Antoine Le Congo, je confonds toujours le Congo et le Congo. Professeur Kayimoa, Donald Kabasele, politique et juriste. Bon, Moulumba n'est pas encore professeur, c'est un chercheur et puis politologue. Je n'ai pas besoin. Oui, et puis peut-être demain au Parlement, on en saura un peu plus si je le taquine. Et Bongunda Apuyo, chercheur qui reste dans sa sobriété. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre numéro.